culturellement, au Kazakhstan, les enfants appartiennent à la mère comme un objet, un sac à main, voilà. Donc en fait, pour eux, déjà, il y en a beaucoup qui sont très étonnés que je fasse quoi que ce soit, parce que de toute façon, c'est la mère. Et en fait, c'est un gros problème là-bas, parce que j'ai même rencontré des hommes kazakhs qui n'ont pas revu leurs enfants depuis des années, parce que la mère refuse. Et on a fait des interviews dans les journaux, et il y en a qui publient que son côté, il y en a qui refusent de publier, parce que c'est solidarité féminine. Il y en a qui refusent de nous parler. Et en fait, voilà, j'ai quand même rencontré des papas kazakhs. Et entre autres, il y en a un qui était un ex-policier. Donc on peut se dire, il va avoir plus de chance. Mais lui, non, il a abandonné. Donc il a un fils qui a 15 ans, qu'il n'a pas vu depuis des années. Après, si tu rajoutes dessus que tu es un étranger et que tu parles pas la langue, voilà, en fait, ils n'en ont rien à faire. Et... À bientôt. Vous déménagez ? Mes vêtements, Emballés. mes bouquins, La vie est dure, mais elle est belle. Attention au départ. Cette route mène bien quelque part. Alors, on y va. J'irai, madame, jusqu'au bout du monde. Vous vous êtes déjà posé la question, jusqu'où iriez-vous pour protéger vos enfants ? La plupart des parents répondront jusqu'au bout du monde. Guillaume Garot, lui, il a malheureusement dû joindre le geste à la parole. Tout commence à San Francisco, en Californie, lors d'une soirée entre expatriés. Une rencontre, un coup de foudre. Elle est originaire du Kazakhstan, lui est français. Ensemble, ils fondent une famille. Et Maximilien vient au monde quelques années plus tard. Mais l'histoire d'amour bascule. La relation s'effrite et la séparation devient inévitable. Une garde partagée est mise en place. Elle est fragile, mais ça fonctionne. Jusqu'au jour où la maman de Maximilien demande à partir 2 semaines avec son fils pour rendre visite à sa famille, là-bas, chez elle au Kazakhstan. Guillaume accepte. Il encadre, prévoit, sécurise. Il travaille avec la justice californienne. Il demande des appels vidéo. Tout est sous contrôle. Du moins en apparence. Parce que 2 jours avant le retour prévu, tout bascule. Dans cet épisode, Guillaume Garot nous raconte le combat d'un père, l'absurdité d'un système judiciaire international et l'amour inconditionnel qu'il pousse à ne jamais baisser les bras. Vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Ah oui, et moi, c'est Anne-Fleur Andrely. Bonjour à tous, moi c'est Guillaume, donc français. Quand j'étais tout petit, j'ai vécu en Côte d'Ivoire pendant 2 ans avec mes parents. Et la graine des voyageurs m'a pris depuis, et donc j'ai vécu en Italie, en Suisse, aux Pays-Bas, à Chypre et maintenant aux États-Unis depuis 11 ans. Ah ouais, d'accord, un vrai enfant de la mondialisation, quoi. Ouais, je pense que mes parents avaient déjà le virus du voyage. Mes parents et mes frères et sœurs, on a tous fait des périodes plus ou moins longues à l'étranger. À l'étranger, ah d'accord. Ouais. Bon, super, écoute, bienvenue dans le podcast, Guillaume. Tu veux nous dire d'où tu nous parles et je sais pas ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce qui t'occupe au quotidien ? Donc en ce moment, je vis à Saint-Rosé. Je suis chercheur chez IBM et je travaille sur des puces pour les réseaux neuronaux artificiels et donc avec des applications en tout ce qui est intelligence artificielle et en tout ce qui est analyse de vidéo, donc applications par exemple la voiture autonome ou les drones. D'accord, trop bien. Eh ben super, écoute, bienvenue donc dans French Expat. On va parler aujourd'hui de ton parcours et puis on va parler d'un événement familial compliqué. On va revenir en détail sur tout ça. Mais peut-être que d'abord, on peut commencer de manière un petit peu chronologique pour te connaître un petit peu mieux toi. Tu me disais donc que tu as vécu dans, j'ai pas compté le nombre de pays que tu m'as dit, mais tu as vécu dans une petite dizaine de pays, j'ai l'impression. Est-ce que justement, tu identifies cette
envie de partir à l'étranger parce que t'ont transmis tes parents. Est-ce que tu arrives à situer un peu, je sais pas, dans ton enfance, ton adolescence, le moment où tu t'es dit, bah moi aussi, j'irai vivre à l'étranger? Et c'était plutôt des opportunités comme ça qui se sont présentées, même si mes parents ont pas mal voyagé quand ils étaient plus jeunes ou même quand ils étaient étudiants, et après mes frères et sœurs aussi. Mais surtout en fait, donc j'ai fait une école d'ingénieur à Grenoble, et après la première année d'école d'ingénieur, ils proposaient un master international où il y avait un semestre en Italie, en Suisse, en France, et j'ai fait mes stages aux Pays-Bas. Donc sur 2 ans, j'ai pu vivre dans 4 pays différents. D'accord. Et après, je suis parti faire une thèse à Chypre. Donc j'ai fait 5 ans à Chypre avec pas mal de petits voyages au Moyen-Orient et en Turquie, comme c'était juste la porte d'à côté. Et en fait, j'étais à Chypre grâce à un chypriote qui est chercheur aux États-Unis, donc qui avait pu obtenir des financements pour son université d'origine. Et une fois que j'ai terminé ma thèse, il m'a proposé de revenir rejoindre son équipe aux États-Unis. Donc, je suis arrivé aux États-Unis. D'accord, donc c'est comme ça que tu es arrivé. Voilà. Et tu es arrivé, je crois, de mémoire, quand on avait échangé, que tu n'es pas arrivé directement en Californie. Non, ouais. J'ai fait donc 2 ans à Baltimore. C'est ça, sur la côte est. Chercheur sur la côte est. Et après, ils m'ont envoyé ici en Californie faire une formation. Et quelques mois plus tard, j'ai eu une offre d'emploi et je suis arrivé en Californie. Donc, c'était en 2016. D'accord. On dit souvent, parce que du coup, San José, pour ceux qui ne connaissent pas, donc tu n'es pas très loin de San Francisco, tu es au cœur de la Silicon Valley. Ouais, c'est ça. On dit souvent que la Californie, et notamment la baie de San Francisco, déroule un peu le tapis rouge pour les Français. C'est quelque chose que tu as ressenti? Ouais, il y a quand même énormément de Français partout. Surtout quand je suis arrivé, j'avais remarqué, c'est que quel que soit l'endroit où j'allais, je pouvais entendre des Français, que ce soit dans un bar le soir où j'allais faire mes courses. C'était assez impressionnant, quoi. On est partout. Ouais, on est partout. D'accord. Écoute, merci. Et donc, quand tu arrives en Californie, c'est là que tu vas rencontrer ton ex-femme? Ouais, enfin, pas tout de suite. On s'est rencontrés en 2019, tout début 2019, par une organisation qui organise des événements pour les expats. On s'était rencontrés à San Francisco. On s'est mis ensemble assez rapidement. On s'est mariés 1 an et demi, 2 ans plus tard. Donc, on a eu le mariage Covid. Les frontières ont fermé une semaine avant notre mariage. Merde. Donc, ça avait été repoussé plusieurs fois. Au final, ça s'est fait sur Microsoft Teams avec 2 employés de la mairie de San Francisco. Comme témoin. C'était super. Et tu dis, vous vous êtes rencontrés par un groupe qui met en relation les expats. Donc, ton ex-femme est expatriée elle aussi. Tu peux me la présenter un petit peu? Donc, elle est originaire du Kazakhstan. Elle vivait aux États-Unis depuis pas mal d'années, parce qu'elle était venue pour faire ses études à Washington. Et elle a un grand frère qui était aussi installé aux États-Unis, et sa maman aussi. Donc, elle avait la famille proche ici aux États-Unis. Ce dont on va parler, c'est donc de ton ex-femme qui est partie avec ton petit garçon, Maximilien, qui a aujourd'hui 3 ans et demi. On va revenir en détail sur tout ça, mais est-ce que tu peux me situer peut-être un petit peu le contexte avant, en fait, tout ça, puisque votre couple traversait déjà un moment un peu compliqué? Oui, donc en fait, au début, j'ai pas vraiment fait attention, et surtout comme il y avait Covid et pas mal de... l'isolation sociale qui s'était installée et tout, j'excusais beaucoup de ses colères et de ses comportements sur le stress. On essayait de tomber enceinte, c'était pas facile, et donc il y avait, je lui trouvais toujours des excuses, mais au final c'était on est tombé enceinte, on a eu un bébé qui était en pleine santé et tout, mais son comportement ça m'améliorait pas toujours, et il y a un moment je me suis rendu compte, c'est pas le stress, c'est pas C'était quoi comme comportement? Tu peux nous expliquer? Il y avait des colères qui commençaient sur à cause de raisons complètement futiles. Par exemple, elle avait prévu d'aller se promener, il se met à pleuvoir, et ça prend des proportions qui sont, mais enfin voilà quoi, c'est que de la pluie, tu pourras retourner faire une promenade, enfin des trucs, et il y avait certaines petites choses qui
qui prenait des proportions assez énormes. Et puis petit à petit aussi, quand Covid s'est terminé, en fait, il y avait pas vraiment, on voyait personne. C'était limite si j'avais le droit d'aller au boulot, quand je devais aller au boulot, alors que je travaillais quand même de la maison la majorité du temps, mais même les rares fois où je devais aller au boulot, ça posait quand même un problème, parce qu'il fallait que je reste à la maison pour l'aider à s'occuper de notre enfant, alors que sa mère, à l'époque, vivait à côté de chez nous, donc elle était là presque tous les jours pour l'aider. Donc, c'est pas comme si elle était toute seule pour s'occuper de notre enfant. Et donc, il y avait plein de trucs. Et petit à petit, ça a pris des proportions complètement... où je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vraiment une relation malsaine et très contrôlante. Et surtout, je me suis rendu compte qu'en fait, sa relation avec sa mère était vraiment pas bien. Il y avait énormément de disputes. Et souvent, c'était... elle se disputait avec sa mère dans l'après-midi. C'était à moi de récupérer les pots le soir. Et donc, ça faisait des soirées un peu tendues. Alors que, bon... Ouais. Moi, j'avais rien fait. Et il n'y avait pas... parce que comme tu dis, du coup, votre fils est né, si mes calculs sont à la fin... Ah oui, donc on était quand même encore en plein dans c'était encore... il y avait encore Covid et surtout tout. Surtout en Californie, où c'était très les très, visites très d'hôpital et tout, c'était quand même assez strict et tout. Donc, ça n'a pas été... Et entre l'isolement social, la relation compliquée avec la maman, etc., il n'y avait pas une histoire aussi, je sais pas, de... dépression postpartum ou de choses comme ça ou... Au début, il y a plein de gens qui me disaient « Ah, mais c'est peut-être ça, c'est peut-être juste postpartum. » Mais en fait, non, ça avait commencé avant et ça s'est pas amélioré depuis et tout. Et en fait, sa maman est très, très contrôlante de tout ce qu'ils font, que ce soit elle ou son frère. Et et en fait, il y avait pas vraiment de liberté. Il y avait aucune décision qui ne pouvait être faite sans l'accord de la maman et tout. Et, au sein de votre couple même? Même au sein du couple, même quand on était d'accord sur des trucs, c'était j'en ai parlé à ma maman et j'ai changé d'idée. Et ça pouvait être des trucs pas importants, et puis ça pouvait être des trucs plus importants comme la façon dont on veut éduquer notre fils ou le genre de trucs, ou même elle me demande un cadeau de Noël et ma maman a pas aimé, donc je vais demander autre chose. C'était déjà le cadeau il est pas pour ta mère, c'est pas elle qui paye, donc voilà quoi. Il y avait plein de petits trucs comme ça, et additionné tu te rends compte c'est pas du postpartum, c'est plus sérieux que ça. Et puis en 2022, en fait, sa mère a quitté San Francisco pour aller vivre avec le frère sur la côte Est. Et puis là, c'est parti dans la violence physique. Donc le contrôle encore plus strict, et ça s'est terminé avec de la violence physique. Et moi, là, je me suis rendu compte que c'était pas... je pouvais pas avoir mon fils grandir dans ce genre d'environnement. Il avait quel âge, du coup, ton fils, à ce moment-là? Il avait quelques mois? À l'époque, il venait d'avoir 1 an quand elle a commandé... Et c'était et puis surtout c'est que plus tu vis ensemble, c'est-à-dire potentiellement avoir un deuxième enfant dans l'histoire, et me dire en fait c'est pas responsable d'avoir plus d'enfants dans un environnement toxique. Si elle veut pas changer, c'est pas sain, et le mieux que je peux faire pour mon enfant, c'est de quitter sa mère, et puis au moins en ayant une garde partagée, de l'avoir dans un environnement stable, calme, serein. Et calme, au moins 50% du temps, et puis petit à petit voir ce qui se passera, est-ce qu'elle, ça la fera changer. Quelles étaient, toi, tes relations, du coup, avec sa famille, qui avait l'air d'être omniprésente, même quand ils étaient sur l'autre côte, finalement, à l'autre bout du pays? Au début, je pensais que j'avais des très bonnes relations. Et même, en particulier avec son frère, on avait plutôt des bonnes relations. Et même, on avait discuté plusieurs fois des problèmes. Ah, il s'en rendait compte? C'est quelqu'un qui m'avait donné l'impression d'écouter et tout, mais aussi, il n'y avait jamais vraiment d'action qui suivait. C'était plutôt, écoute, on va boire un verre, tu décharges tes trucs, mais au final, il n'y a rien qui changera, parce que de toute façon, c'est pareil, lui, sa vie est gérée par sa mère, et voilà quoi. Donc au final, de toute façon, c'est leur maman qui décide de tout pour tout le monde, et en fait, c'est soit tu fais comme eux et t'acceptes, soit tu pars quoi. Si tu pars, t'es complètement coupé de la famille, t'es devenu le moins que rien, et le paria est l'homme à abattre. Quand j'ai quitté ma femme, en fait, au début, ils ont tous essayé de me contacter pour que je rentre. Et puis, une fois que moi, j'avais fait une demande d'un ordre de protection, d'un ordre d'éloignement, en fait, ils se sont retournés. Et là, j'ai eu toutes les accusations que je tapais mon fils tous les jours, je lui criais dessus. Il y avait des histoires hallucinantes qui sont sorties. Et c'était,
Ouais, c'est devenu un peu l'enfer. Ces violences, ces accès de colère, toutes ces choses-là, en fait, donc de ton ex-femme, c'était contre toi ou c'était contre tout le monde et incluant ton fils? Il y a jamais rien eu contre mon fils, mais c'était contre tout le monde, puisqu'elle avait, surtout la violence verbale et émotionnelle. Enfin, avec sa mère, ils avaient des disputes quand même assez violentes. Après la séparation, j'ai découvert d'autres trucs et surtout, il y a eu des histoires avec les docteurs de notre fils où il y a eu, il y a quand même des mots, des notes sur son dossier médical qui est de deux docteurs et il y en a un troisième qui aurait pu, mais qui n'a pas, mais qu'on reportait les comportements de sa mère quand elle se met en colère et qui montre qu'en fait, voilà, il vit dans un environnement qui est... Et c'est pas moi la raison. C'est, voilà, quand elle se met en colère, quand il y a quelque chose qui va pas dans le sens où elle veut, ben, elle a une façon de gérer la chose qui est pas saine pour ceux qui sont autour. Et toi, à ce moment-là, comme tu dis, on sort du Covid en 2022, à peine. Tu t'es, toi, personnellement, aussi beaucoup isolé, du coup. Enfin, on s'est tous isolés, tu vois, de nos liens sociaux. Du coup, c'est quoi, toi, tes liens sociaux, outre ta famille nucléaire, quoi, ta femme à l'époque et ton fils, t'as encore un peu de soutien? Parce que j'imagine que prendre ces décisions de partir, réaliser que ça va trop loin, ça se fait pas sans un peu de recul aussi? Alors moi, j'ai de la chance parce qu'en fait, dans mon boulot, je suis dans la partie hardware de l'équipe. Et comme on n'est que 2 sur Saint-Rosé, de temps en temps, je devais aller au labo pour faire du boulot. Donc ça permettait déjà d'avoir l'excuse pour quitter la maison, ouais. Mais aussi quelquefois de rencontrer des amis ou des collègues en dehors de la maison et de discuter de ces choses-là. Et puis j'ai eu vraiment un grand soutien de ma famille. D'ailleurs, c'est ma maman qui m'avait conseillé d'aller parler à un psy avant la séparation. Et c'est en commençant la thérapie que je me suis rendu compte que ouais, c'était pas normal. Il y avait pas de... c'était plus que c'était pas normal, c'est que c'était le moment qu'il y ait des changements tout de suite. Notre fils grandissant et à l'époque il commençait à dire des mots et tout, c'était de voir quel genre de mots il va apprendre et quel genre de comportement il va commencer à apprendre. Et c'est ce qui a déclenché en fait la séparation, de me dire qu'en fait c'était pas possible de rester comme ça. Et donc moi je faisais de la thérapie à l'époque, j'avais plusieurs groupes de soutien. Ouais, donc t'étais quand même bien entouré. Là-dessus, donc j'ai des très 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 bons amis ici qui m'ont bien soutenu. Et c'est vrai, malgré avoir la famille loin, j'avais quand même ici un bon un socle solide, un petit noyau et un socle très solide et tout. Et qui a bien servi après la séparation, parce que c'est devenu de plus dur. Bah oui, j'imagine. Alors donc du coup, tu prends cette décision de partir de manière, je vais dire soudaine, de manière justifiée, hein, mais de manière assez rapide, quoi. Tu passes à l'action. Ouais. Légalement, quand on est... donc toi, tu es franco-américain, tu es allé à double nationalité, mais à l'époque, c'était pas le cas. Si ? J'ai eu la nationalité 1 semaine ou 15 jours avant la séparation. D'ailleurs, c'était un truc qu'avait essayé il y a un moment, elle avait fait des menaces qu'en fait, il y a des papiers qu'elle devait fournir pour la demande de nationalité et elle avait essayé d'utiliser ça comme... Non, mais quand même, ta situation maritale est prise en compte. Enfin, au moins, les informations et tout. Et il y avait des papiers qu'elle avait c'était une des peurs, c'est qu'elle utilise ces papiers-là comme pour garder le contrôle du chantage. Mais ouais. Mais finalement, ouais, j'ai eu la nationalité juste avant la séparation. Et alors du coup, concrètement, c'est quoi la première étape? Donc quand tu décides de te séparer, que vous avez un enfant dans l'équation, j'imagine que ton premier instinct de ce que je ressens, de ce que tu dis, c'est de protéger ton fils. Comment est-ce que tu t'y prends? Alors, après avoir discuté j'avais embauché des avocats et en parlant j'avais parlé avec donc, il y avait ma psy et j'avais aussi des coachs, plus coach de santé mentale Et en fait, le truc, c'est qu'on savait bien que mon fils serait utilisé comme arme pour essayer de reprendre le contrôle de la relation. Et en fait, le truc qui était super difficile, c'est qu'en fait, de pas chercher à lui parler ou pas chercher à se faire avoir là-dessus. Donc, en fait, c'était de couper tous les ponts au départ. Donc, pendant
15 jours, 3 semaines, en attendant d'avoir l'ordre de protection qui incluait des visites. Mais sachant que toi, à ce moment-là, tu étais parti avec ton fils. Non, donc, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, il y a eu une dispute violente un matin, et en fait, je suis parti au boulot et je suis jamais rentré. Donc, avec appel quand même à 911 pour pouvoir partir en sécurité. Et voilà, donc en fait, je suis parti avec rien du tout. J'ai été dormir chez un pote le soir et voilà. Et après, je me suis cherché un Airbnb rapidement et je suis jamais rentré, ouais. Une fois que j'avais l'ordre de protection et qu'il y avait des visites possibles, bah, c'était l'occasion de pouvoir le revoir. Et puis, en attendant d'avoir le procès et d'avoir la garde qui soit statuée par un juge. Et en fait, elle est avocate de formation, donc elle connaît bien le système et elle a bien joué les failles du système qui ont fait que ça a pris plus de 6 mois. Et en fait, au bout de 6 mois, j'ai même obtenu la garde complète de notre fils. Mais donc, tu as été 6 mois sans ton fils officiellement. Mais pendant 6 mois, non, je le voyais 3 fois par semaine. Alors au début, c'était juste quelques heures. Après, ça a été augmenté à des demi-journées. Mais pendant 6 mois, je l'ai pas vu beaucoup. Mais au bout des 6 mois, ouais, j'ai obtenu. Donc j'avais sur le papier, j'avais la garde complète. La réalité est très différente. Parce que comme c'est la maman, ben, tout de suite, elle a des gros avantages. Et comme il n'y avait pas eu d'abus physique sur notre fils, il n'y avait pas de raison particulière de l'empêcher de le voir. Mais le truc, c'est qu'on a eu un changement de juge. La juge numéro 2, ben, elle, en fait, l'abus domestique, elle n'en avait rien à faire. Elle y croyait pas, tu penses ou... Je pense qu'elle y croyait pas. Je pense qu'elle y croit pas. Et donc, en fait, ce qu'elle m'a même bien qu'il y ait eu un ordre de protection officielle, elle m'a quand même demandé de payer une partie des frais de justice de mon ex-épouse. De ton abuseur. C'est quand même assez, c'est quand même assez fort, hein, de demander à une victime d'aller payer les frais d'avocat de son abuseur parce qu'elle est au chômage. Donc, vous avez un avantage légal parce que vous travaillez et elle est au chômage. Ouais, mais en même temps, elle est avocate. Donc, déjà, elle peut travailler. Et puis, on sait très bien combien elle pourrait faire, puisqu'on sait très bien combien ça nous coûte. Ouais, c'est ça. Et voilà, quoi. Et en plus, si elle travaille pas, c'est-à-dire qu'elle a plein de temps, et comme elle est avocate, voilà, je veux dire, il y a plein de trucs qu'elle peut faire. Moi, tout est fait par mes avocats. Je m'informe pour comprendre, mais je vais pas passer... tu leur laisses la main. Voilà, c'est eux qui font tout le travail. Donc, je veux dire, elle a quand même un gros avantage. Et surtout, le gros problème, c'est qu'en fait, cette juge a autorisé un voyage à l'étranger avec notre fils. Et mon ex-épouse n'est jamais rentrée du voyage. Donc, c'est là que ça fait plus d'1 an maintenant. C'est 1 an la semaine dernière, ouais. Ça fait plus d'1 an que j'ai pas de nouvelles de mon fils. Qu'est-ce qui s'est passé du coup exactement lors de ce fameux voyage au Kazakhstan pour toi? Est-ce que tu te méfies justement de ce voyage parce qu'on entend des histoires, il y a notamment pas mal d'histoires qui ont été médiatisées avec le Japon où la maman japonaise a enlevé le ou les enfants, je sais plus, et le papa français se retrouve un peu pris au piège dans un système judiciaire qui n'est pas du tout en sa faveur. Est-ce que tu avais ça en tête ou est-ce que tu te méfiais mais tu n'avais pas vraiment d'évidence finalement, de preuves? T'es dans quel état d'esprit? Alors moi en fait dès que j'ai su qu'elle pouvait partir, je savais que le risque qu'elle revienne pas était très haut parce que justement elle venait juste d'avoir un nouveau travail, mais le travail avait été utilisé juste pour amadouer la juge. Il y avait aucune elle continuait à avoir des comportements où la priorité c'était de faire ce que sa maman lui dit et m'entuber et pas vraiment faire qu'est-ce qui est mieux pour notre fils. Sa maman est toujours dans l'équation à ce moment-là. La maman était revenue, avait redéménagé pour vivre avec elle, donc maintenant elle était 24 heures sur 24 avec sa maman. Et donc moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais déjà embauché un avocat au Kazakhstan. Ah, donc t'avais pris les devants quand même. On avait pris les devants parce qu'on avait demandé à la juge qu'il y ait des AirTags sur la poussette et le manteau de mon fils, comme ça je savais toujours où il était. Ah, des puces qui te permettent de localiser avec ton téléphone, là qu'on met dans les valises, ou c'est ça? Voilà, exactement. Donc on avait fait ça.
Et on avait demandé appel vidéo tous les jours et qu'elle envoie des photos. Donc il y avait des règles qu'on avait demandé et tout. Qui avait été accepté. Qui avaient été acceptées. Après, on avait demandé aussi des sécurités au cas où elle ne reviendrait pas, que la juge avait refusé. On avait demandé une caution, on avait demandé qu'elle aille s'enregistrer au consulat américain au Kazakhstan, des trucs comme ça que la juge avait refusé. Et donc elle a joué le jeu, donc elle devait partir 15 jours, elle a joué le jeu les 12 premiers jours où j'avais mes appels vidéo, l'AirTag fonctionnait, donc je savais où il allait et tout. Il y avait quelques photos, enfin voilà, elle envoyait quelques photos de temps en temps. Et puis, 2 jours avant le retour, c'est en fait, on a eu Covid, donc j'ai décalé le voyage du retour d'1 semaine. Et puis, comme notre fils dort, tu peux pas lui parler. Et puis là, je vois les AirTags ont été désactivés. Non, c'est pas Covid. Surtout que si tu regardes quand elle dit qu'ils sont tombés malades. Et après, moi, j'avais contacté la compagnie aérienne pour savoir quand les billets avaient été changés. Et c'était en gros, j'avais eu l'appel vidéo avec mon fils. 2 heures plus tard, ils avaient été testés positifs, alors que lui, il avait aucun. Enfin, le dernier appel, il était en pleine forme et tout. Okay, là. Elle avait changé les billets. Ils avaient été dormir. Et puis le lendemain, elle me dit « Ah, en fait, on est tombé malade et tout », alors qu'elle le savait depuis plus de 12 heures et tout. Donc moi, j'avais contacté mon avocat là-bas. J'avais contacté mes avocats ici. On avait contacté la police, mais qui voulait rien faire parce que techniquement, donc là, on était le vendredi. Elle devait arriver le samedi. Et moi, je devais récupérer mon fils le dimanche. Donc elle n'était pas encore dans l'infraction, elle n'était pas encore en retard, en fait. Ils me font, ouais, et puis en plus, elle vous dit, elle revient dans 1 semaine. Donc en gros, personne ne fera rien avant 1 semaine. Mais moi, je savais très bien, elle serait jamais de retour, c'était fini. Elle avait désactivé les AirTags, c'était terminé. Et donc, on a commencé à essayer de les chercher. On s'est rendu compte qu'en fait, elle avait menti à la cour. Elle avait donné une adresse là où elle habitait. Et c'était une adresse où l'AirTag y allait régulièrement. Mais en fait, c'est pas là où elle logeait. Elle était pas très loin, mais il a fallu convaincre la police kazakh d'aller les chercher. Ça a pris du temps, mais au bout de... Ça a pris quand même un peu plus de 15 jours. Et sur la base de quelle légalité, du coup, tu contactes la police kazakh? Parce que pour eux, c'est nous, on des dit l'enfant a ressortissants de leur pays. D'accord. Ouais, mais c'est un enfant étranger qui a disparu. Le père cherche des infos, il en a pas, et donc... Ah oui, parce qu'au Kazakhstan, ce que tu me disais, c'est que tu peux pas avoir la double nationalité. Ouais. Donc elle, en fait, elle n'est plus kazakh. Elle est d'origine kazakh, mais elle est américaine. Mais elle est américaine. Donc elle était arrivée avec un passeport américain, et donc là-bas, en fait, elle était en tant que touriste. Enfin, c'est ce qu'on pensait à l'époque. Parce qu'il y a plein de choses. Et ouais, donc en fait, ici, bon, il y a plus grand-chose. Là, on a eu quand même des audiences ici. Donc j'ai récupéré la garde complète. La juge s'est jamais excusée en disant « Non, mais de toute façon, elle va revenir bientôt, je le sens bien. » Tu le sens bien. Résultat, la juge, 2 mois plus tard, s'est fait virer. Donc elle a été retirée de la cour des familles pour partir aux infractions routières. Mais bon, ça... Moi, ça me sert pas à grand chose. Ouais, ça me fait une belle jambe, d'accord. Elle a une petite tape sur la main. Ça me ramène pas mon fils. Mais ouais, et en fait, on s'est rendu compte, voilà, donc elle avait demandé un visa. En fait, quand elle est arrivée, elle avait demandé un visa. Elle avait l'équivalent genre d'une carte verte, et donc elle avait un permis de séjour pour 7 ans. Elle avait le droit de travailler et tout, et donc c'était sûr. Elle reviendrait jamais. Donc, tu réalises qu'elle va pas revenir, tu réalises qu'en fait, elle t'a baladé sur toute la ligne, elle a un visa, elle n'est pas à l'adresse en question, elle a pipoté sur ses billets d'avion, son Covid, son machin, son truc. Quand tu réalises tout ça, tu réalises pas tout ça en une journée, si? Comment est-ce que tu arrives en fait à toutes ces conclusions? Et concrètement, en fait, qu'est-ce que tu peux faire, tu vois? Est-ce que toi, à l'époque, tes avocats californiens sont compétents pour t'aider là-dessus? Enfin, tu vois, comment est-ce que tu t'y prends? Alors, le truc, c'est que les avocats californiens, ils sont compétents qu'en Californie. Et comme elle a quitté la Californie, en fait, l'option même légale, je veux dire, la police, ils vont pas aller la chercher. Enfin, il y a très peu de choses qui peuvent se faire en Californie. Une fois qu'elle a quitté le territoire, donc tout de suite, j'ai eu des appels téléphoniques avec le FBI, le département d'État et tout. Et c'est pareil, à chaque fois, c'est que des trucs qui prennent vachement de temps parce que, et je pense qu'il y a une part, il y a ça, il y a le fait que c'est un autre pays, mais je pense aussi c'est comme il était enlevé par sa maman et qu'on n'a pas
de peur vraiment pour sa santé physique, bah en fait, ça devient un cas qui est pas important. Ah ouais, tu penses que le fait que tu sois le papa et pas la mère joue contre toi en fait Si j'avais été la mère, je pense que ça aurait compté. Mais le fait que je dise, je pense pas qu'elle va lui faire du mal, ben, ils se disent, bon, c'est pas important. Elle a été prise par un petit grain de folie d'ici quelques semaines. Parce qu'en fait, ça, il y a énormément. En fait, il faut se rendre compte que les enlèvements d'enfants par un des parents, c'est quand même un truc qui est vachement fréquent. Je me permets une petite parenthèse pour vous donner un petit peu plus de contexte sur tout ça. Selon le rapport annuel de la Fondation du droit à l'enfance, en 2023, 661 signalements d'enlèvements parentaux ont eu lieu en France, ce qui est une hausse nettement conséquente puisqu'elle représente une augmentation de 21,5% par rapport à l'année précédente, 2022. Plus de la moitié des enfants concernés qui ont été enlevés avaient moins de 5 ans et environ un enlèvement sur 2 a été commis vers un pays étranger. Certains pays ne coopèrent pas ou peu à l'application du droit international, même s'ils sont signataires des conventions comme celle de la Haye. Et puis, tout ceci rend le retour de l'enfant extrêmement long, complexe et coûteux pour le parent victime. Allez, on y retourne. Donc, quand moi je parlais avec les professionnels ici aux États-Unis, ils me disent ça, la majorité des cas, au bout d'un moment, le parent qui a enlevé l'enfant va rentrer parce qu'ils se rendent compte que c'est pas une situation tenable. Elle est grand luxe. Elle a l'immigration avec elle, elle a la loi. Ouais, mais en même temps, maintenant, au bout, donc elle est partie, donc c'était au mois de mars. Au mois de mai, elle était, she was charged. A été condamnée. Enfin, c'est pas vraiment condamnée parce qu'il n'y a pas encore il n'y a pas eu de procès officiellement, mais elle était reconnue, donc poursuivie. Elle est poursuivie pour enlèvement d'enfants internationaux. Donc il y a un ordre d'arrêt. Et puis, donc ça, c'était par le bureau du procureur de San Francisco. Donc il y avait un ordre, donc l'État de Californie dit, cette personne a enlevé un enfant, elle a violé les ordres de la cour, on lui a demandé de venir se présenter à la cour et de ramener l'enfant plusieurs fois, elle l'a pas fait, donc voilà, on considère que... Et donc il y a un ordre d'arrêt, et puis petit à petit, l'ordre d'arrêt est parti au niveau national et international, parce que maintenant elle est fichée à Interpol. D'accord. Donc, a priori, elle ne peut pas sortir du Kazakhstan. Donc, a priori, elle ne peut pas voyager en dehors du Kazakhstan. Et puis, c'est trop aussi, c'est qu'une fois qu'on a commencé les démarches légales au Kazakhstan, on a demandé un ordre pour qu'elle ne puisse pas voyager en dehors du Kazakhstan. Et puis après, il y a eu les procès. Donc, j'ai gagné les procès. Donc, maintenant, même au Kazakhstan, elle est hors la loi. Elle est hors la loi. Donc, ces options sont quand même très, très limitées légalement. Mais... s'il y a personne, si la police n'aide pas à mettre en place ces ordres, en fait, dans la vie de tous les jours, elle fait un peu ce qu'elle veut. Justement, alors comment est-ce que tu expliques que malgré les décisions de justice en ta faveur, que ce soit aux États-Unis et au Kazakhstan, t'as toujours pas revu ton fils? Enfin, tu vois, comment ça se fait? Parce qu'en fait, culturellement, au Kazakhstan, les enfants appartiennent à la mère comme un objet. C'est un sac à main, voilà. Donc en fait, pour eux, déjà, il y en a beaucoup qui sont très étonnés que je fasse quoi que ce soit, parce que de toute façon, c'est la mère. C'est peine perdue, quoi. Voilà. Et en fait, c'est un gros problème là-bas, parce que j'ai même rencontré des hommes kazakhs qui n'ont pas revu leurs enfants depuis des années, parce que la mère refuse. Et c'est vrai qu'au niveau légal, en fait, ils n'ont pas trop... même s'ils se battent pour obtenir des choses, au final, c'est à eux de le... La police aidera pas, l'opinion publique, par exemple, on a fait des interviews dans les journaux et il y en a qui publient que son côté, il y en a qui refusent de publier parce que c'est solidarité féminine, il y en a qui refusent de nous parler et en fait voilà, c'est pas un sujet qu'ils veulent aborder, alors que en fait là-bas, parce que j'ai quand même rencontré des papas kazakhs et entre autres, il y en a un qui était un ex-policier, donc on peut se dire il devrait avoir plus de chance, mais lui non, il a abandonné. Donc, il a un fils qui a 15 ans, qu'il n'a pas vu depuis des années. Après, si tu rajoutes dessus que tu es un étranger et que tu ne parles pas la langue, voilà, en fait, ils n'en ont rien à faire. Tu peux te faire balader. Puis, il y a la corruption. Parce que, par exemple, on a découvert le mois dernier qu'il y avait
un employé du bureau du procureur de la ville d'Almaty-Oueskach, en fait, qui la protégeait. Et quand nous, on arrivait à convaincre la police d'aller la chercher, lui, hop, il appelait la police en leur disant « arrêtez de la chercher ». Donc, il y a la corruption. Et donc, la seule chance, en fait, c'est utiliser des moyens pas forcément légaux pour savoir où elle habite. Et une fois qu'on sait où elle habite, en fait, ils n'ont pas trop le choix. Parce que... donc, il y a aussi le système légal kazakh qui est assez... particulier. Qui est particulier. Parce qu'en fait, voilà, donc tu vas à la cour, tu gagnes ton procès. Bon, déjà, la décision du juge n'est pas applicable. Il faut que tu attendes la période d'appel. Si la cour d'appel confirme le jugement, maintenant la décision est applicable. Et en fait, maintenant, il faut que tu ailles embaucher un huissier privé. Donc déjà, il faut que tu trouves quelqu'un qui va c'est à toi prendre d'aller l'affaire. faire ta justice, en fait. Voilà. Et après, pour la mettre en place, donc tu prends un huissier. Et le truc, c'est déjà, mon avocat a dit, écoute, déjà, on peut supprimer tous les huissiers femmes parce que, en gros, personne va vouloir aller retirer un enfant à sa mère. Parce qu'en fait, les gens se disent, méchant papa, il enlève l'enfant à sa maman. Mais c'est pas ça. L'histoire, c'est pas ça. C'est déjà, la situation, c'est elle qui l'a créée. On avait la garde partagée quand elle est partie. Il n'y avait aucune raison d'en arriver. Oui, maintenant, c'est sûr, elle a perdu la garde. Si elle rentre aux États-Unis, elle va en prison. Mais ça, c'est sa faute. C'est pas moi. Moi, j'ai jamais porté plainte et tout ça. C'était les conséquences de ses actions. Mais eux, ce qu'ils voient, c'est juste oui, mais si elle rentre aux États-Unis maintenant, on lui retire l'enfant et elle va en prison. Donc, on va la protéger pour pas que ça arrive. Mais ça, c'est la situation qu'elle et sa famille ont créée. Sa famille est toujours aux US d'ailleurs ou ils sont rentrés là-bas aussi? Des informations qu'on a, ouais. Son frère est toujours aux US. Sa mère a elle aussi obtenu un visa pour pouvoir rester au Kazakhstan de façon longue durée, au lieu de faire les allers-retours tous les 3 mois. Mais ouais. Donc, elle est cachée quelque part avec sa maman à Almaty. On avait trouvé une adresse où elle avait reçu des journalistes pour des interviews. Et en fait, quand on y était donc avec l'huissier, voilà. Donc, l'huissier, en fait, c'est le seul qui peut physiquement frapper à sa porte, prendre mon fils et me le donner. D'accord. Légalement. Légalement. Et donc, elle avait donné une adresse au juge. Lui, il va à l'adresse qui est donnée au juge. Elle habite pas à l'adresse, donc lui, ce qu'il a fait, il a demandé à la police d'aller la chercher, et c'est là où on a des problèmes avec la police. En fait, la police ne fait pas le boulot. Donc, et donc, si on pouvait, sans utiliser la police, trouver une adresse, lui, il peut se pointer à n'importe quelle adresse et dire, voilà, je suis là, je prends l'enfant, le père est avec moi, je donne l'enfant au père. Lui, c'est pourquoi il est payé. Mais le truc, c'est que légalement, trouver son adresse, c'est difficile. Toi, aujourd'hui, on le disait, tu as la double nationalité, tu es franco-américain. Donc, tu as travaillé avec les services judiciaires américains, les services judiciaires kazakhs. Est-ce que le fait que tu sois français, ça peut t'aider? Le fait d'avoir, je sais pas, des relations diplomatiques avec le Kazakhstan, etc. Donc, on essaie de faire appliquer on a essayé de faire appliquer la Convention de La Haye, parce qu'en fait, c'est l'autre difficulté. Alors, la Convention de La Haye, c'est un traité international qui a été signé en 1980 dont l'objectif principal, c'est de protéger les enfants victimes d'enlèvement parental à l'international. Cette convention vise à garantir le retour rapide d'un enfant déplacé ou retenu illicitement dans un autre pays en violation du droit de garde en vigueur dans l'état de résidence habituel. En gros, si un parent enlève un enfant et l'emmène dans un autre pays sans le consentement du parent numéro 1, alors la Convention permet d'exiger son retour immédiat. Sauf que ce mécanisme ne fonctionne que si les 2 pays concernés sont signataires et appliquent effectivement cette Convention. Dans certains cas, comme dans celui donc de Guillaume Garot, les démarches s'enlisent car le pays d'accueil ne coopère pas activement et le pays de résidence de Guillaume, les États-Unis donc, ne reconnaissent pas le Kazakhstan comme signataire de la Convention.
Et c'est là en fait tout l'enjeu. La convention existe, mais son efficacité dépend entièrement de la coopération internationale. Sans volonté politique et judiciaire des États, elle peut rester lettre morte au détriment de l'intérêt supérieur de l'enfant. Tu dois gérer tes disputes de garde dans le pays de résidence. Et en fait, ce qui est important, c'est le pays de résidence. Donc, pas d'où tu viens, mais là où tu vis. Et pas le pays de citoyenneté. Ok. Donc, c'est pour ça que, au point de vue légal, c'est comme mon fils vivait en Californie avant de partir au Kazakhstan avec sa maman, c'est aux États-Unis, légalement, c'est aux États-Unis de gérer son retour. Mais tu as été en contact avec la France quand même sur ce sujet-là, j'imagine ? J'ai été plusieurs fois en contact avec la France, ils suivent le dossier. Quand j'étais au Kazakhstan, j'ai rencontré le consul général au Kazakhstan plusieurs fois. J'ai rencontré le consul américain aussi de nombreuses fois. Donc, au niveau des autorités, ils sont tous bien au courant de ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'au niveau légal, il y a juste les États-Unis qui ont un certain poids. Mais le problème, c'est que bien que le Kazakhstan et les États-Unis aient tous les deux signé la convention de La Haye, les Américains étaient contre la signature du Kazakhstan. Donc, en fait, il n'y a pas d'accord de réciprocité et donc, ils ne l'appliquent pas. Donc, légalement, je ne suis pas couvert par la convention de La Haye. Mais la juge avait quand même dit que comme le Kazakhstan avait signé, ils sont censés appliquer l'esprit de la loi, même quand c'est avec un pays où ils n'ont pas signé les accords de partenariat. En gros, c'est quoi ? C'est que si le Kazakhstan a un consul américain, ils ont quand même des relations diplomatiques, les pays. Donc, il y a des relations diplomatiques, il y a des visites officielles qui sont faites pour signer des accords économiques, mais au niveau légal, ils ont aucun accord, pas d'accord d'extradition, pas d'accord de reconnaissance des ordres de la Cour de l'autre pays. C'est au cas par cas, en fait, c'est à toi de convaincre le juge que oui, machin. Mais il n'y a rien qui est automatique. Et c'était un des arguments qu'on avait utilisé pour qu'elle n'ait pas le droit de partir. C'est qu'on avait dit, dans le pire des cas, si elle ne rentre pas, ça va coûter une fortune, que ça a coûté. Et ça va ralentir les choses énormément parce qu'en fait, il y a aucun truc qui sera automatique. Tout devrait être la bataille légale du début à la fin. Et du coup, avec tes relations, tes rencontres avec les consuls en question sur place au Kazakhstan, est-ce que eux, du coup, ils ont le pouvoir de discuter de ça avec leurs homologues sur place ? Enfin, quelle est la stratégie ? Donc il y a eu plusieurs réunions. Alors il y en a eu une. Donc déjà tout le monde attend que moi je dépense de l'argent et que je gagne les procès aux États-Unis. Et une fois qu'on a des ordres de la Cour, ils peuvent faire plus de choses. Et donc même si les premières décisions étaient prises en novembre, l'appel a été fait. Il y en a une en janvier et une début février. Ouais, donc c'est tout récent. Et donc voilà. Donc au mois de février. Donc, c'est presque un an après son départ, parce qu'elle est partie en mars, donc on arrive à février. Maintenant, il y a eu plusieurs réunions au Kazakhstan, et il y en a eu au moins une à Washington, D.C., avec l'ambassadeur kazakh, et au Kazakhstan avec le ministère des Affaires étrangères, où justement le cas de mon fils a été discuté, et où les Américains ont demandé aux Kazakhs, il y a des ordres de la cour kazakh, il serait peut-être bien que vous les fassiez... respecté. Et surtout, il y a eu, donc soit ça devait être fin février ou début mars, il y a en ce moment des réunions entre les Kazakhs et les Américains, parce que les Kazakhs aimeraient être reconnus comme partenaires des États-Unis pour la Convention de La Haye. Et en fait, à la dernière réunion, les Américains leur ont dit tant que Maximilien n'est pas entré aux États-Unis, il n'y a pas de négociation. Parce qu'en fait, là, ils commencent quand même à se positionner et à le mettre dans la balance. Ouais. Mais tu dis, voilà, maintenant on est au mois d'avril et toujours pas d'action de la police et tout. Et c'est là où tu dis, d'accord, ils en ont discuté à un niveau quand même très élevé, mais sur le terrain, en fait, ça n'a rien changé. Et voilà, c'est ça le problème. Donc, c'est d'arriver à avoir des avancées sur le terrain. Et surtout qu'en ce moment, enfin, je pense, j'ai compris, c'est que les Français ont très bien suivi l'affaire. C'est qu'en fait, eux aussi ont un problème. Il y a un papa français qui a deux enfants qui ont été enlevés par leur mère kazakh et qui sont au Kazakhstan, donc ça va faire plus d'1 an et demi.
Et lui, ils ont même été jusqu'à la Cour suprême, donc l'année dernière. Et c'est pareil, la police refuse de faire quoi que ce soit. Ils n'arrivent pas à trouver la maman et savoir où les enfants sont cachés. Et alors que la France, eux, ils sont partenaires. Il y a eu des réunions même avec le président Macron et le président. Il y a eu une réunion, il y avait une visite officielle l'année dernière avec le président kazakh à Paris où le cas a été discuté. Et malgré ça, ça bouge pas. Là, aujourd'hui, du coup, tu me disais que ça fait un peu plus d'1 an, du coup, que Maximilien est parti avec sa maman. T'as des nouvelles ? On a eu, alors, dans les papiers qu'elle a soumis à la cour, il y a 2 fois où elle a soumis des papiers de visite médicale qui dit juste l'enfant va bien, il fait telle taille, tel poids, donc pas vraiment de nouvelles. Au mois d'octobre, il y avait une évaluation psychologique que la juge avait demandé pour savoir si j'étais un papa responsable ou quoi. Et donc j'ai pu le voir pendant un peu moins d'une demi-heure, donc c'était par Zoom. Moi j'étais aux États-Unis, lui il était dans le bureau de la psychologue, donc j'ai pu le voir. Ça a dû être un moment très émouvant, j'imagine. Mais surtout qu'il m'a pas reconnu. Parce que déjà, il m'avait pas vu depuis 7 mois. Et puis, je devais être genre 4 pixels sur un téléphone. Donc, pour lui, c'était rien du tout. Pour moi, je pouvais le voir. Mais voilà. Mais c'est tout. Après, depuis, aucune nouvelle. Tu me disais que... Enfin, tu me le disais pas, je l'ai lu dans un article, il me semble, que ton petit garçon est neuroatypique aussi. Il est autiste ? Ouais, alors, juste avant son départ, parce qu'en fait, il avait commencé à dire des mots à l'âge classique, et après, en fait, il a arrêté de parler. D'accord. Moi, c'est pour ça que je me battais pour qu'il aille en garderie, pour qu'il soit exposé à d'autres enfants, et que peut-être ça l'aiderait à commencer à parler. Et en fait, ça n'a pas particulièrement aidé. Et donc, on avait commencé de la thérapie du langage, et surtout, on avait fait les tests. Les docteurs, parce qu'en fait, ici aux États-Unis, c'est très simple. S'il y a 2 ans, il ne parle pas, il faut aller faire tous les tests, blablabla. Les donc, early intervention et les trucs comme ça. Ouais, les trucs comme ça. Et donc, il avait été diagnostiqué avec de l'autisme. Mais en fait, les docteurs m'avaient dit, de toute façon, comme il parle pas et tant qu'il fait pas de thérapie, on pourra pas vous dire ce que ça peut être de l'autisme, ça peut être aussi le trauma, juste. Oui, c'est vrai. Et donc on sait toujours pas. Tout s'est arrêté, quoi. Donc ouais, on avait fait les tests, il avait été accepté, il devait commencer le lendemain où il rentrait du Kazakhstan. Il devait commencer, c'était assez intensif parce que c'était tous les matins, 3-4 heures tous les matins, 5 jours par semaine. C'était un truc assez intensif qu'il lui avait mis. Et c'est ce qu'il disait, en fait c'est le mieux. C'est une des adresses où on avait trouvé où elle habitait, où en fait on a réussi même à parler au propriétaire qui dit qu'elle continue à payer le loyer. C'est là où elle avait vu les journalistes, mais en fait elle y habite plus depuis 2 mois. Et ce qu'on a pu obtenir, c'est qu'en fait par la concierge, et c'est que les voisins en fait ils se plaignaient régulièrement que elle et sa mère se disputaient violemment et que lui, en fait, il sortait jamais. Donc, je pense que quand on va le récupérer, je veux dire, au niveau de son développement, ben voilà, ça, il a perdu 1 an déjà et ça fait que de continuer, quoi. Et quand tu dis qu'il a eu, du coup, quand tu as eu cet appel au mois d'octobre, qu'il avait une évaluation psy aussi, du coup, il parle ? Enfin, il a pu échanger avec la psy. Tu as eu les résultats de cette évaluation ou... Ouais, on a eu les résultats. Alors, il dit 2-3 mots. Donc, il parle. Donc, il comprend que le russe, apparemment. Encore plus trop. Moi, je lui parlais. Donc, avant qu'il parte, il comprenait complètement anglais, français et russe. Il n'y avait aucun problème. Et donc là, ouais, sur la demi-heure où je l'ai vu, il a peut-être dit 4 mots. Alors le rapport de la psy dit que voilà, il comprend, il dit quelques mots et tout. Elle a dit que tout est dans la norme, voilà. Alors que non, voilà quoi. Il a plus de 3 ans. À 3 ans, dire 4 mots, c'est pas vraiment la norme. À 3 ans, si tu joues pas chaque jour avec des enfants, c'est pas la norme. Il voit personne.
il Ouais, voit pour personne développer que son sa rapport mère. à l'autre. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que quand on avait fait les thèses, elle dit entre le trauma et tout, parce que c'est ça. C'est par exemple, ils ont des tests pour savoir comment ils jouent avec quelqu'un d'autre. Ils jouent jamais avec quelqu'un d'autre sauf un de ses parents. Ou sa grand-mère. Donc, je veux dire, il y a plein de trucs que les docteurs ils s'attendent qu'ils savent faire. Ben, c'est pas qu'il a un retard de développement, c'est il a Il n'est jamais pas pu avoir exposé aux l'occasion conditions de... Ouais. d'apprendre ses skills. Donc, forcément. C'est à quel âge qu'on commence l'école au Kazakhstan? Le truc, c'est que c'est 5 ans. Donc, tu vois, potentiellement, il va être gardé en isolation totale 2 ans de plus. Et puis, le problème, c'est qu'au niveau développement, il y a plein de choses. Une fois que tu arrives à 5-6 ans, si tu n'as jamais été exposé avant, c'est définitif. Tu t'as mentionné en fait que tu es déjà allé du coup au Kazakhstan. Tu y étais déjà allé avant tout ça? Non, donc maintenant, parce que justement, on devait on devait commencer par un mariage aux États-Unis, comme ça on avait le mariage légal, et après on devait aller faire un truc en France et un truc Le au tour des Kazakhstan. familles. Et puis bon, Ouais. voilà, et puis Covid, et donc au final, il n'y a Ouais. rien eu. Donc moi, mon premier voyage au Kazakhstan en février, c'était 48 heures. J'y allais avec 2 personnes du bureau du procureur de San Francisco. Février 2025 du coup? Ouais, 2025. Donc une fois qu'on a eu la première victoire et que légalement je pouvais aller le récupérer, que j'avais mon huissier, qu'il avait fait tous les papiers légaux pour pouvoir aller, et c'est là où on s'est pointé à l'adresse où elle est censée habiter et qu'il n'y était pas. Et donc on y est resté 48 heures. On est rentré, puis moi, une fois qu'on avait identifié, parce qu'après, elle a commencé à faire des interviews et à montrer son visage à la presse, donc on a pu trouver la deuxième adresse. Donc moi, je suis reparti, je suis resté 15 jours et aucune chance, pas d'aide de la police, l'adresse où elle était, il n'y habite plus, on en a trouvé une autre, mais c'était une vieille adresse d'avant qu'elle parte aux États-Unis avec sa famille, donc les gens l'ont reconnue, mais ils ont fait, on l'a pas vu depuis 15 ans. Et puis après, voilà. Et puis au bout d'un moment, c'est que moi, mes vacances sont terminées et faut rentrer travailler en Californie, quoi. Ton employeur est au courant de ce que tu traverses? Est-ce qu'il se montre très flexible, justement, que tu puisses partir du jour au lendemain s'il y a des développements, des choses comme ça? Mon manager est super là-dessus et il a aucun problème. Il sait, ta priorité, c'est ton fils. Ouais. Donc si tu dois partir au dernier moment, il n'y a pas de problème. Voilà, je peux pas prendre 6 mois de vacances. Non, bien sûr. Il y a malheureusement une réalité financière. Et puis surtout, l'autre truc, c'est que moi, je bosse sur des contrats du gouvernement et que comme le Kazakhstan est considéré comme un pays qui est en fait allié. Au niveau de la technologie, qui est pas allié, donc en fait, j'ai pas le droit légalement de travailler à distance depuis le Kazakhstan. Ah oui, d'accord. Donc quand je pars, c'est tout ce qui... Donc déjà, mon téléphone doit avoir aucun truc du boulot et pas de truc du boulot. C'est voilà, quand je pars, je suis coupé du monde au niveau du boulot pendant la durée complète du voyage. Donc tu le fais pas à l'américaine où tu restes joignable comme font beaucoup les Américains. Non, je peux pas parce qu'après mon employeur a des problèmes et ça pourrait leur coûter énormément. Donc voilà, quand je pars, c'est terminé. On enregistre aujourd'hui, on est début avril. Tu es déjà allé 2 fois cette année au Kazakhstan. Et quand tu y vas, est-ce que tu as En fait, tant que vous n'avez pas l'adresse d'où il est, tu peux pas essayer de négocier ne serait-ce que des visites consulaires ou des... Alors, on a essayé ça. On avait essayé, on a eu... donc ça, c'était quelque chose qui avait été offert par le consulat français. Ils avaient dit, vous savez, il y a des visites, en fait, des visites consulaires qui peuvent être offertes. Et donc, nous, on peut contacter votre ex-épouse et on peut lui demander juste d'organiser une visite. Et puis, on vous dira comment va votre fils. Donc, le consulat français ça, donc c'est eux qui y vont, c'est pas toi qui y vas. Ils peuvent ça, ouais. D'accord. Non, et puis, ils ont... j'aurais dit, est-ce que je peux enregistrer un petit message et tout? Et en fait, non, ils peuvent rien donner de moi à lui, mais eux peuvent la rencontrer et faire un petit rapport comment va l'enfant. Ça, je crois que c'est convention ou un accord de Vienne je crois, des années 60. Enfin, il y a un texte de loi et tout, ils ont... Qui permet ça.
Donc eux ont essayé, elle a refusé. Donc après j'ai demandé aux Américains de faire la même chose, que je me dis bon peut-être elle s'en fout de la France, mais si c'est le gouvernement américain qui la contacte et qu'elle est américaine, peut-être potentiellement elle acceptera. Elle a refusé aussi. Et même toutes les fois où moi j'avais essayé de la contacter, déjà elle lit pas mes messages, et quand même on passe par les avocats, elle refuse tout contact. Donc, par exemple, quand on a vu la visite de la psy avait dit ben voilà, je vois aucun problème pour le papa passe du temps avec l'enfant, mais ça doit être fait à la décision de la maman. Donc tu penses bien qu'il y a eu que dalle. Ouais. Il y a eu zéro. Entre tous ces voyages et toutes ces démarches légales, tu parlais l'été dernier, je crois, de plus de $150 000 de frais. Ouais. Comment tu fais, honnêtement, concrètement? Je sais qu'on gagne bien sa vie dans la Silicon Valley, mais quand même, face à c'est une montagne financière, quoi, le truc. Ah ouais, parce que depuis juste, ouais, le fait qu'elle soit pas rentrée du Kazakhstan m'a coûté déjà plus de $100 000. Ben, entre les frais d'avocat ici pour obtenir les trucs, après les frais d'avocat là-bas, le voyage, et puis après, il y a tous les coûts accessoires. Par exemple, moi, ben, j'ai continué à payer la garderie pendant quelques mois. Ah oui, tu sais pas, en pensant qu'il allait revenir. Ah, ouais. Et quand tu connais le prix d'une garderie à San Francisco, voilà. Ouais. Après, ben, je continue à payer son assurance santé. Ben, le loyer, un appartement de chambre pour qu'il ait sa chambre et tout, ben, ça coûte pas cher. Donc, et puis, il y a les coûts accessoires. Par exemple, elle a pas signé donc pour 2023 où on était toujours mariés. Elle a refusé de signer l'autorisation pour les impôts. Donc, c'est-à-dire que légalement, j'ai pas le droit de faire ma déclaration d'impôt en tant que marié. Je suis obligé de la faire en tant que célibataire. Pour 2023. Pour 2023. Et donc, le taux d'imposition est passé de 25 à 34. Et puis là, l'IRS, il fait « Ah, mais en fait, vous avez sous-payé. » L'IRS, c'est le fisc américain, pour ceux qui connaissent pas. Le fisc américain. « Ah, mais en fait, vous avez sous-payé en 2023. Donc, pénalité et puis taux d'intérêt tant que tu n'as pas payé. » Donc, j'en ai pour... ça a coûté plus de 20 000 balles. 20 000 balles juste pour une signature. Et puis, c'est la même chose pour maintenant. Parce qu'en 2024, je devais être chef de famille avec un enfant. Ah, mais ouais, mais vous n'avez pas d'enfant. Donc, vous n'avez pas d'enfant. Donc, pareil, vous avez sous-payé. Et puis surtout, ça me coûte 8 à 10 000 $ de plus d'impôts. Et donc, il y a tous ces coûts-là qui se rajoutent. Et puis après, ben, j'ai emprunté. Et puis, ben, quand tu empruntes, ben, faut payer les intérêts et tout. Et donc, ben, au final, ouais, à la date d'aujourd'hui, cette situation-là m'a coûté plus de 100 000 $. Ah la vache. Donc ouais, même quand tu gagnes bien ta vie, ouais, non mais j'en plaisante qu'on gagne bien sa vie, mais c'est ça, ça reste des coûts faramineux. Est-ce que, alors je sais que tu as lancé une cagnotte GoFundMe, j'ai vu que tu as récolté à peu près 10 000 $ à ce jour. Tu l'as lancée quand, cette cagnotte? Il y a une organisation aux États-Unis, le NCMEC, qui est le National Center for Missing and Exploited Children. Et en fait, c'est un organisme qui aide les parents dont un enfant a été enlevé. C'est gouvernemental ou non gouvernemental? Alors, je pense que c'est non gouvernemental, mais ils ont des grosses connexions parce qu'ils peuvent parler directement avec le FBI, avec la police. Ils ont un accès au niveau des autorités qui est privilégié, mais je pense que c'est non gouvernemental. C'est majoritairement des volontaires qui sont là. Et donc, eux, en fait, ils avaient dit, c'est si ça doit vous coûter de l'argent d'aller au Kazakhstan pour aller chercher Maximilien, quand vous rentrez, on vous rembourse les frais. Ah, wow. Le problème, c'est quand j'ai été passé 15 jours sans le récupérer, ben, tout est de ma poche. Ah, et donc, en fait, c'est que si tu le récupères, qu'ils te remboursent. Ben oui, parce qu'ils ont des financements. Ben non, mais en fait, eux, ils ont des financements où ils peuvent justifier de rembourser les frais. C'est une mission, on a ramené quelqu'un, quoi. Voilà, on a ramené l'enfant et tout. Mais c'est pas, on va vous payer 15 jours de vacances et puis vous revenez sans enfant et puis vous retournez. Et puis, enfin, donc voilà. Donc en fait, je suis rentré, je me dis, bon, j'ai déjà énormément de dettes. Là, je viens de redépenser entre le tribunal, les avocats d'État, j'avais dépensé plus de 10 000 $ pour les 15 jours au Kazakhstan. Et j'ai fait, bah, c'est pas possible, parce que c'est bien joli de rajouter les dettes, mais il y a un moment, il faut les payer. Ouais, bien sûr. Alors, légalement,
bon, elle a été condamnée à me rembourser une partie de mes frais de justice. Oui, mais vu qu'elle n'est pas là, ils s'en foutent. Mais déjà, elle n'est pas là, elle va pas les rembourser. Les frais de justice, c'est que la valeur qui est sur la facture, ça compte pas les frais de banque ou les taux d'intérêt si tu as dû emprunter pour payer. Et puis, tu vois, elle va faire le même truc, elle va revenir, elle sera au chômage, et bah, je suis au chômage, je peux pas payer, bon, bah, allez, hop. Au final, je pense pas qu'elle paiera jamais quoi que ce soit. Ouais. Donc moi, je me dis, elle paiera jamais quoi que ce soit. Il faut, je peux pas continuer à prendre des dettes par dizaines Bien de sûr. milliers. Et donc je me suis dit, bah, le plus simple, ben voilà, c'est demander aux amis, la famille de participer. C'est qui, du coup? C'est beaucoup ton entourage américain, français, les deux qui participent à cette cagnotte? Ouais, donc il y a eu beaucoup les amis américains et français, des gens avec qui j'avais pas parlé depuis longtemps, qui ont donné et tout. Et ça fait chaud au cœur des anciens colocs, trucs comme ça. Et donc ouais, j'ai pu rapidement donc j'ai pu rembourser complètement les frais légaux et les frais de voyage pour ces 15 jours au Kazakhstan. Donc, ce qui me permet de pouvoir continuer à me battre parce que j'ai pu avancer un petit peu sans avoir à avoir plus de dettes. Et puis l'autre truc aussi qui a aidé, c'est que mes avocats américains avaient arrêté de m'envoyer des factures. Donc comme ça, ça, il y a un moment, donc tu vois, j'ai enfin reçu la facture, mais voilà, ils n'avaient pas envoyé de facture pendant 8 mois. Donc maintenant, voilà, faut que je les paye aussi, donc ça rajoute. Et je pense, voilà, sans avoir vraiment des avancées rapidement, enfin au niveau financier, ça va pas être possible rapidement, quoi. Et est-ce qu'il y a des, je sais pas, des aides de l'État aux États-Unis? J'imagine que non, mais je demande quand même des assos. Tu parlais de cette ONG. Est-ce que, je sais pas, il y a des avocats pro bono qui peuvent travailler sur des histoires comme ça? Enfin, je sais pas. Est-ce que, j'imagine que malgré toi, tu as été exposé en fait à tout ce système autour de ces enlèvements? J'ai beaucoup fait tous ces trucs-là. Le seul truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens, en fait, ils regardent ton revenu, ils font « Ah ben vous êtes ingénieur, vous faites tant, vous avez le droit à rien. » Et ça va, mais quand tu dépenses 2-3 fois ton salaire tous les mois, pendant 6 mois, pendant 1 an, combien tu fais, en fait, change pas grand-chose. Et il y a beaucoup... Et il y a des aides, par exemple, il y a des aides pour les victimes de violences domestiques et tout, mais en fait, ils remboursent ces frais médicaux. Si vous avez besoin d'installer un système de sécurité, on le paye. Si vous avez besoin de déménager, on vous rembourse. Mais il n'y a rien, en fait, pour les frais légaux. En fait, c'est ça. Le vrai coût, c'est les frais légaux. Et en fait, il n'y a rien. Et les pro bono, maintenant, aux États-Unis, ça ne sert à rien parce qu'en fait, maintenant, la bataille légale, elle est au Kazakhstan. Et au Kazakhstan, j'ai le droit à rien. Donc, ouais. Donc, il y a des programmes et puis il y a des trucs, surtout au départ, il y a beaucoup de choses, en fait, c'est orienté sur les femmes. C'est violences domestiques, et même, le truc, c'est même en France, que tu vois, donc à l'automne 2022, quand moi, j'ai commencé à me poser la question, faire la thérapie et tout ça, le gouvernement français, il a commencé un programme. Et il y avait un numéro vert pour les victimes de violences domestiques, même à l'étranger. Parce qu'en fait, avant, il n'y avait que le truc en France. Maintenant, il sortait un truc pour les victimes à l'étranger. Eh ben, c'est que pour les femmes. Et donc, moi, quand je les avais contactés, ils m'avaient fait « Ah, on est désolé, on ne sait pas quoi faire. » Ils m'avaient donné 2-3 contacts d'avocats francophones sur la baie, mais c'est tout. Alors que les statistiques, c'est que les victimes de violences conjugales, c'est pas que les femmes. C'est vrai qu'il y a beaucoup, et le truc surtout, c'est que beaucoup de fois, quand la femme est victime de violences conjugales, c'est de la violence physique, et donc il y a un aspect visible. Alors qu'il y a beaucoup de violences conjugales quand c'est des hommes. Tu veux dire, voilà, des trucs, elle fait que de tomber dans l'escalier, ou enfin, tu as les histoires. Alors que quand c'est de la violence qui est plus psychologique, l'isolation sociale et tout, en fait, il n'y a personne. Il n'y a personne qui est là pour... c'est beaucoup plus sournois, ouais. Et c'est plus sournois. Et puis, et au lieu de faire des programmes pour les violences domestiques en général, il y a beaucoup de trucs, et c'est pareil, la loi sur la violence domestique aux États-Unis, c'est pour les femmes. Le système en France, il y a un truc où en fait, c'est mal géré. Et donc oui, il y a pas mal de programmes qui sont là, il y a des trucs, des outils qui sont là, mais j'y ai pas le droit parce que je suis un homme, et j'y ai pas le droit parce qu'en fait, ils considèrent,
faites déjà assez d'argent, on va pas vous aider. Mais le truc, c'est que le coût légal pour se défendre est énorme. Énorme. Du coup, cette affaire, elle a commencé pendant l'administration Biden. Maintenant, c'est l'administration Trump. Est-ce que je me pose la question en fait, tu vois, parce que donc tu bosses, enfin tu es en contact aussi avec le FBI, le State Department, qui est le département des Affaires étrangères, le ministère des Affaires étrangères en équivalent français. Il y a eu aussi beaucoup de licenciements en fait dans ces agences. Est-ce que tu sens quand même que ça répond encore, qu'il y a du monde? Est-ce que ça a changé quelque chose finalement cette nouvelle présidence? Pour l'instant, rien du tout. En fait, il y a rarement des échos qui arrivent de Washington. Même au tout début, quand j'étais en contact, en fait, ils prennent les informations et après, t'es pas vraiment mis au courant de ce qui se passe. Par exemple, les choses que j'ai apprises, c'est parce que j'avais les rendez-vous face à face avec le consul américain et que lui, il m'a donné des choses. Mais officiellement, il n'y a rien qui m'est donné. Et donc, on ne sait pas. Il y a peut-être quelqu'un qui bosse sur l'affaire. Et ça, c'est des trucs, il n'y a pas beaucoup de transparence. T'es dans le noir, quoi, là-dessus. Et au niveau politique, j'avais contacté de nombreuses fois la Maison-Blanche par le site internet officiel et tout, et il n'y a jamais eu de réponse avec l'administration Biden. J'ai contacté 2 fois avec l'administration Trump, il n'y a pas eu de réponse, et c'est pour ça que maintenant, je commence à aller vraiment en public pour essayer d'obtenir leur attention en passant par les réseaux sociaux, par essayer de faire malheureusement un buzz et avoir leur attention, parce qu'en fait, si vous utilisez juste les moyens légaux et vous attendez, ça arrive jamais. Parce qu'il y a des politiciens que j'ai contactés, mes représentants californiens à Washington. Il y en a un, ils ont répondu rapidement. Ils ont pris les infos et c'était le silence total. Donc, le dernier contact que j'ai eu avec eux, c'était en juillet de l'année dernière et ils m'ont jamais recontacté pour savoir s'il y avait des progrès et tout. Je les ai recontactés 3 fois en février. J'ai parlé à une personne qui m'a dit on vous rappellera. J'ai eu aucun rappel depuis février. Il y a ça a pris plus de 3-4 mois avant de me contacter. Puis après, vous parlez déjà à l'autre personne, donc c'est fermé pour nous. Et en fait, voilà, on se demande à quoi. Par contre, ils m'ont pas oublié. Quand il y a eu les élections, ils m'ont pas oublié pour envoyer est-ce que vous pouvez nous donner de l'argent? C'est vachement important et tout. Ouais, d'accord. Donc là, vous l'avez pas perdu, mon numéro de téléphone et mon email. Mais donc je suis assez dépité sur l'utilité de nos représentants, de nos élus, quoi. Alors que je leur demande pas grand-chose. Tu vois, ils pourraient passer 5 minutes et me donner un même numéro de s'ils n'ont pas de nouvelles, en fait. Même s'ils n'ont pas de nouvelles, dire on suit le dossier, on veut savoir comment ça va. Être humain, quoi. Non, bien sûr. Juste un truc tout simple. Je leur demande pas de me dire je vais personnellement aller chercher votre fils. Non. Enfin, s'ils veulent, pas de problème. Mais oui, je suis pas contre. mais voilà, mais le fait que même quand tu les contacts, ils disent écoute, j'ai votre numéro et tout, numéro de dossier, quelqu'un vous rappelle et que 2 mois plus tard personne n'a rappelé, tu te dis non mais c'est pas sérieux, quoi. Et tu me disais au début de cet épisode, quand t'es passé, en fait, quand tu as eu cette réalisation que ta relation était toxique et dangereuse, etc., que tu participais aussi à des groupes de soutien. Est-ce qu'il y a des groupes de soutien pour des papas ou des parents dans des situations comme toi, que ce soit aux États-Unis ou dans le monde? Parce que j'ai l'impression que ça touche quand même beaucoup de personnes. Ouais. Il y a pas mal de groupes. Moi, celui que je fais, c'est tout en ligne, parce qu'en fait, c'est surtout des Américains et des Canadiens, mais il y a aussi un site internet où il y a des gens du monde entier. C'est quoi le nom? Ça peut peut-être servir à des gens qui écoutent. Ça s'appelle Moving Forward. Et en fait, il y a une psychologue, Randy Kruger, qui a écrit un livre, Stop Walking on Eggshell, et en fait, qui est sur les gens qui ont des relations, que ça soit un époux, un frère, enfin un membre de la famille, un ami, qui sont soit narcissiques ou borderline, et avec plein de conseils, comment gérer les situations et tout. Et elle a créé ce forum où il y a pas mal de gens qui posent des questions et qui discutent. Et il y a aussi 3-4 fois par semaine, il y a des Zooms où on peut échanger nos situations et tout. Et donc ça, c'est un des trucs qui a été le plus utile. Ouais, ça, je le fais. J'avais commencé avant la séparation et après. Et ça, c'est un truc que je participe régulièrement.
Après, il y a des groupes de soutien pour la baie, pour les parents célibataires et tout. Et quand on commence à discuter avec gens, il y a beaucoup de gens qui ont la raison de la séparation, il y a des problèmes de violence conjugale différentes. Il y en a, c'est plutôt soft, et il y en a qui sont très extrêmes. Il y a des gens qui sont hospitalisés et tout. Donc moi, ça a pas été. Je suis parti avant que ça arrive, mais les psys disent de toute façon, une fois qu'une personne a été violente physique une fois que le pas a été franchi, Ça reviendra. Ça reviendra. C'est un truc qui, voilà, c'est. Et entre autres, donc cette même thérapeute, elle avait écrit avec un avocat un livre Splitting, qui en fait comment se préparer à un divorce avec une personne qui est conflictuelle. Et en fait, voilà, tous les trucs qui sont les étapes classiques, j'ai fait toutes les étapes. Toutes les accusations possibles, imaginables, il y a qu'un seul truc qui n'a pas encore été fait. Et c'était en fait les accusations d'abus sexuels sur notre fils. Mais tous les autres trucs, j'ai eu les abus verbaux, les abus sur elle, les abus sur la famille, les mensonges, les histoires d'argent, les manipulations, quoi. Enfin, tous les cas classiques, tout ça, elle a rempli tout. Elle a essayé. Si avant la séparation, j'étais pas convaincu qu'elle avait un problème, après la séparation, elle remplissait, c'était le textbook example des trucs à s'attendre. C'est préparez-vous à ça, préparez-vous à ça, préparez-vous à ça, et elle a tout fait. Là, du coup, concrètement, aujourd'hui, donc je le disais, on est le 8 avril au moment où on enregistre cette histoire. Tu as décidé d'en parler publiquement, justement, pour essayer de faire du bruit, pour faire pression, en fait, aussi, quoi, pour qu'on puisse t'aider. Faire pression sur les politiques. Ouais, c'est ça. Parce qu'à ce niveau-là, en fait, s'il n'y a pas une action forte du gouvernement américain sur le gouvernement kazakh, je reverrai jamais mon fils. Parce que, au niveau légal, après, c'est sûr, je peux économiser de l'argent, embaucher 2-3 gangsters et trouver un hacker pour aller espionner ses communications électroniques avec ses avocats et tout. Il y a des moyens. Enfin, mais au niveau légal, ma seule option légale aujourd'hui, en fait, c'est que le gouvernement américain aille faire pression sur le gouvernement kazakh. Et voilà. J'ai plus ou moins épuisé toutes les options légales que j'avais. Et le truc, c'est qu'après, une fois qu'on part dans les options illégales, ben, le risque, c'est et puis après, il y a beaucoup de gens qui aiment bien, ah ben regardez, il dit qu'elle l'a enlevé, après lui, il l'a enlevé, donc en fait, les deux parents sont égaux et tout. Et le truc, c'est que non, il y a pas de... On est pas... Elle a fait ça alors qu'elle avait la garde à 50%. Moi, je ferais ça parce qu'en fait... la loi n'est même plus là pour être respectée et tout. C'est genre un acte désespéré. Alors qu'elle a fait ça quand elle avait complètement le choix. Elle avait et puis elle est avocate, elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle était avocate, elle connaît les conséquences. Enfin, je veux dire, voilà, c'était quelque chose. Voilà, c'est pas du tout tit for tat ou des trucs comme ça. Non, ça n'a rien à voir. Mais il y a beaucoup de juges ou de gens qui, en fait, voilà, ils attendent que l'un craque et après dire, ah ben, ça excuse le comportement de l'autre bien avant. Bien sûr. Non. Ne pas tomber dans ce travers. Ouais. Est-ce qu'il y a un conseil que tu pourrais donner à des parents qui traversent des choses comme ce par quoi tu passes actuellement ? Il ne faut pas avoir peur de se faire entourer, de parler, de discuter. Qu'on soit papa ou une maman, j'ai été contacté par des mamans ici dans la baie qui ont peur que leur enfant, parce que mariage difficile, le mari étranger demande un voyage à l'étranger avec leur enfant, elles ont lu l'histoire, elles font qu'est-ce que je peux faire pour que ça arrive pas et tout. Donc c'est vraiment justement pas avoir hésité d'en parler. Est-ce que justement le fait en fait que on est très très nombreux en fait à vivre dans des familles multiculturelles, est-ce qu'en fait la justice internationale est à la hauteur de ces nouveaux modèles familiaux en fait là-dessus ? Parce qu'en fait on a l'impression que tout le monde se renvoie la balle, quoi. Ouais. Non, c'est vrai, et tu vois, après en avoir parlé avec beaucoup des professionnels au FBI et tout, ils disent en fait c'est des cas qui sont de plus en plus fréquents parce que les gens voyagent de plus en plus et s'installent à l'étranger, donc il y a de plus en plus de couples binationaux. Et
le taux de divorce est quand même assez élevé, de séparation, et donc c'est vrai que c'est des cas qui sont de plus en plus fréquents, et il y a des pays qui ont des réputations pires que d'autres. Je crois la statistique officielle au Japon, c'est 150 000 enfants qui ont été enlevés à un des parents. Donc c'est pas un petit problème, c'est un gros problème. En France, tu vois, on est presque 500 enfants. C'est quand même pas quelque chose qui sont actuellement retenus avec un donc des en parents. France, près de 500 enfants aujourd'hui, dont le gouvernement, enfin les statistiques officielles, c'est près de 500 enfants. Donc c'est pas un petit problème. Et c'est vrai qu'on se demande si si les gouvernements ou enfin parce que les lois elles sont déjà là, mais si elles sont pas mises en place, par exemple moi la loi, j'ai gagné le procès, j'ai gagné les 2 procès, même 3 procès, on a trois victoires légales au Kazakhstan pour récupérer mon fils, mais si la police va pas aider à la trouver, les victoires légales en fait donc les lois sont déjà là, mais il faut qu'elles soient appliquées. Et puis après, ce qu'il aurait fallu, c'est que la juge ici, elle allait jamais partir. C'était le risque était trop élevé dès le départ et ça part quand même d'une erreur judiciaire aussi. Ça part du fait, qu'il y a une juge qui a complètement sous-estimé la gravité de la situation, une juge qui faisait pas son boulot correctement. Et parce que Maximilien, il avait 1 an et demi. Il avait 2 ans. C'est-à-dire, à 2 ans, il va faire un voyage culturel au Kazakhstan. Il se rappellera de rien. Donc lui, il n'a aucun bénéfice. Ce voyage va rien lui apporter. Il vient d'être diagnostiqué avec de l'autisme. Il doit commencer sa thérapie. S'il revient pas du voyage, c'est tout ça qui est foutu en l'air. Sa mère refusait de l'emmener à la garderie et c'était bien encouragé par la juge. Alors qu'il y avait quand même un ordre de la cour qui me disait que j'avais la garde légale et que les décisions de garderie, c'était les miennes. Et on a une juge qui avait re-signé cet acte, parce que ça, c'était l'ordre du juge précédent. La nouvelle juge l'a fait, non, mais la loi ne dit pas que la garderie est obligatoire. Vous faites ce que vous voulez. Donc, à quoi tu t'attends ? Tu as une personne qui a été reconnue à faire de la violence conjugale. Elle fait que de violer des ordres de la cour, tu l'encourages à en violer plus, et après tu dis « Ah non, mais cette fois-ci, je vous promets, elle va revenir du Kazakhstan. » Pourquoi est-ce qu'elle reviendrait du Kazakhstan quand tout le monde continue à lui donner ce qu'elle veut, alors qu'elle a fait aucun effort, aucune reconnaissance de son comportement, et qu'elle fait pas ce qui est le mieux pour notre fils. Non, la juge a vraiment mal fait son travail. Elle a merdé, ouais. Complètement. Il y a plus d'une victime de violence conjugale à qui elle a demandé de payer les frais d'avocat de l'abuseur. Et donc, c'est que ça soit des femmes ou des hommes. Donc, au début, je dis peut-être qu'elle a un problème avec les hommes. Mais en fait, apparemment, non. C'est juste pour une raison, je sais pas. Soit elle trouve que les gens accusent les autres de violence conjugale trop facilement, donc elle décide juste de croire personne. Mais bon, il y a eu quand même des cas où j'ai discuté avec une victime. L'ex-mari avait plusieurs fois fracassé son bras entre la porte pour la fermer. La police est venue. Elle a un dossier médical pour dire que quand même, il a presque cassé son bras. Et la juge en a eu rien à foutre. Donc je pense qu'elle a... Donc il y a un moment, c'est pas croire quand il n'y a pas de preuves, mais il y a un moment, si t'en as rien à faire quand t'as rapport de police et rapport médical, tu te dis non mais t'as un problème. Et je pense, cette juge-là, elle aurait jamais dû... faudrait qu'elle soit dégagée. Écoute, Guillaume, je te dis un grand merci pour ta confiance, en tout cas, d'avoir partagé ton histoire et celle de Maximilien. Tiens-nous au courant. Je vais partager la cagnotte GoFundMe si vous voulez contribuer dans les notes de l'épisode. Je vais mettre aussi les liens des quelques organisations dont tu nous as parlé, si ça peut aider. Où est-ce qu'on peut prendre de tes nouvelles ? Est-ce que tu es actif sur les réseaux sociaux ? Là, depuis un mois, je suis un peu plus actif. Tu vois, j'ai un compte Instagram, mais bon, je poste pas beaucoup. J'ai un compte Twitter, mais Facebook, je mettais plus. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, ça n'a pas été... j'utilise surtout, c'est voir les nouvelles des autres. Et c'est là où je me suis rendu compte aussi de l'utilité, en fait. Il y a LinkedIn où j'avais plus de trucs, mais c'était plus pour le boulot. Et en fait,
Dans le compte, il y a un avantage à créer une présence sur les réseaux sociaux au cas où tu en as besoin, parce que si tu n'en as pas, c'est plus difficile pour obtenir l'attention des gens. Ouais. Ok. Mais ouais. Mais merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Bien sûr, et n'hésite pas à nous tenir au courant. On te souhaite des retrouvailles très bientôt. Merci et beaucoup. je te souhaite de tout mon cœur. Et puis, je te souhaite une belle fin de journée malgré tout. Merci beaucoup, Anne-Fleur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci et tout mon soutien à Guillaume Garot, qui va nous tenir au courant des prochaines avancées qu'on espère nombreuses dans l'affaire avec son fils Maximilien, qui est retenu actuellement au Kazakhstan. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités de cette affaire ou apporter votre soutien, que ce soit un soutien émotionnel ou financier, je vous mets le lien vers sa cagnotte GoFundMe dans la description de cet épisode. Vous pouvez le soutenir, donc je vous le disais, et le contacter par ce biais également. Je vous remercie vous aussi très sincèrement de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, si vous voulez aider Guillaume à faire entendre son histoire, n'hésitez pas à partager cet épisode et son histoire autour de vous, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Chacun de vos partages compte énormément, alors merci d'avance. La semaine prochaine, on prend la direction du Maroc en compagnie de Pauline et Youssef. Je vous laisse découvrir un petit extrait. Je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai appelé une de mes amies qui me demande alors comment ça se passe. Du coup, j'ai dit non, mais écoute, je vais faire de la rando et du yoga au Maroc. Enfin, moi, j'avais jamais vraiment donné d'intérêt à faire de la randonnée. Enfin, j'aimais bien la nature, c'est sûr, mais tu vois, voilà, c'était pas. Et je me souviens de sa réaction, elle avait pas trop osé me dire quelque chose. Mais je me souviens de son retour en disant un peu blanc, tu sais, genre bon, oh là là, où est-ce qu'elle est partie? Elle est un peu perchée celle-là. Et puis voilà, mais je pense c'est marrant en fait, comme maintenant avec du regard, parfois quand on peut être sûr d'un truc, d'une idée, et qu'en fait, quand c'est la bonne, c'est ça en fait. Mais oui, c'est drôle, alors que comme ça, forcément, comme ça, quand je le racontais, ça paraissait un peu. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous remercie très sincèrement d'être là, plus nombreux chaque semaine. Ça compte énormément pour moi de pouvoir faire ce travail avec et pour vous. Donc voilà, les mots ne sont pas toujours suffisants, mais en tout cas, sachez que je vous en suis extrêmement reconnaissante. Je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle fin de semaine également, et je vous dis donc à mardi pour une nouvelle histoire. À bientôt.